Chaque matin, à Versailles, des dizaines d'hommes attendent dans un couloir glacé. Des ducs, des princes, des maréchaux de France, des hommes qui ont commandé des armées entières. Ils ne sont pas là pour un conseil de guerre, ni pour une audience royale. Ils sont là pour regarder le roi de France s'asseoir sur un siège percé et faire ses besoins. Et le plus troublant, ce n'est pas que Louis XIV l'a permis, c'est que ces nobles se sont battus entre eux pour obtenir ce privilège. Certains l'ont intrigué pendant des mois, d'autres ont supplié, et celui qui en était exclu savait que sa carrière, sa fortune, peut-être même sa lignée, venait de basculer. Parce que derrière cette scène, qui semble absurde, se cache l'un des mécanismes de pouvoir les plus redoutables jamais inventés. Un système si puissant que toute la noblesse de France s'y est soumise volontairement, en souriant. Et tout a commencé par une nuit de terreur quand Louis n'avait que 12 ans, une nuit qu'il n'a jamais pardonnée. Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Je suis toujours fasciné de voir à quel point l'histoire de France passionne bien au-delà de nos frontières. Et si vous êtes curieux de découvrir les vérités cachées que les manuels scolaires ne racontent jamais, abonnez-vous. C'est ici que l'histoire reprend vie. On commence. Nous sommes en 1685. L'hiver mord les pierres de Versailles. Dans les couloirs du château, l'air est si froid qu'on peut voir son propre souffle. Les cheminées, pourtant immenses, ne chauffent que les quelques mètres qui les entourent. Le reste du palais est un labyrinthe glacial où les courants d'air s'engouffrent sous les portes mal jointes et sifflent entre les fenêtres gigantesques que personne n'a pensé à calfeutrer. Et pourtant, à 6 heures du matin, alors que le soleil n'a pas encore percé l'horizon, des dizaines d'hommes sont déjà là. Ils se tiennent debout dans l'antichambre de la chambre royale, immobiles, silencieux, le visage figé dans une expression de dignité étudiée. Certains portent des perruques si hautes qu'elles frôlent les cadres des portes. D'autres ajustent machinalement les dentelles de leurs manchettes, un geste nerveux qu'ils répètent sans s'en rendre compte. Ils ne se parlent presque pas. Tout au plus, échangent-ils un regard, un hochement de tête imperceptible, car ici, à Versailles, même un murmure peut être rapporté, interprété, retourné contre vous. Ces hommes ne sont pas des domestiques, ce sont des ducs, des princes du sang, des maréchaux de France. L'un d'eux a commandé 50 000 soldats sur les champs de bataille de Flandre. Un autre possède des terres si vastes qu'il faudrait 3 jours à cheval pour en faire le tour. Un troisième descend directement de Saint-Louis, et ils attendent tous la même chose, qu'une porte s'ouvre, que le premier valet de chambre apparaisse et que le roi de France daigne les laisser entrer. Ce rituel s'appelle le lever du roi, et c'est l'un des spectacles les plus extraordinaires et les plus révélateurs de toute l'histoire de France. Chaque matin, sans exception, la journée de Louis XIV commence par une cérémonie qui n'a rien de spontané. Tout est réglé, codifié, minuté, avec une précision que même l'armée lui envierait. Le premier valet de chambre, un homme qui a dormi au pied du lit royal, sur un lit pliant installé là pour cette seule raison, s'approche des rideaux tirés et murmure une phrase que personne d'autre n'a le droit de prononcer. « Sire, voilà l'heure ». Ces 4 mots sont un privilège, un trésor. Des familles entières ont intrigué pendant des générations pour que l'un des leurs obtienne le droit de les prononcer. Ensuite, les choses se déroulent
selon un ordre immuable. Les médecins entrent les premiers, le premier médecin et le premier chirurgien, pour examiner le roi. Puis viennent les grandes entrées, les enfants légitimes, les princes du sang, le grand chambellan. Puis les premières entrées, les ducs vérifiés, certains gentilshommes de la chambre, puis la chambre, puis les entrées de la garde-robe, et enfin les officiers de rang inférieur. 6 vagues successives, 6 degrés de proximité, 6 niveaux d'un pouvoir invisible mais absolu. Le duc de Saint-Simon, ce mémorialiste génial dont la plume a capturé Versailles mieux qu'aucune caméra ne l'aurait fait, a décrit ce rituel avec une précision presque obsessionnelle. Il note que certains courtisans arrivaient dès 5 heures du matin pour s'assurer une place dans l'antichambre, que d'autres envoyaient leurs valets en éclaireur pour surveiller les mouvements du personnel royal et calculer le moment exact où les portes s'ouvriraient, que les conversations murmurées dans ces couloirs glacés portaient sur un seul sujet. Qui le roi avait-il regardé la veille? À qui avait-il adressé la parole? Et surtout, à qui n'avait-il pas parlé? Car à Versailles, le silence du roi est plus dangereux que sa colère. Un sourire pouvait faire une carrière, un regard détourné pouvait la briser. Et l'absence de toute attention, cette indifférence royale, lisse comme un miroir qui ne renvoie rien, était la sentence la plus cruelle de toutes. On ne vous exilait pas, on ne vous emprisonnait pas, on vous ignorait, et à Versailles, être ignoré, c'était cesser d'exister. Mais le levers n'est que le début. Après cette cérémonie, le roi se retire dans un espace adjacent, un espace que nous considérerions aujourd'hui comme le plus intime, le plus privé, le plus personnel qui soit. Il s'assoit sur un siège que l'on appelle la chaise percée, un meuble richement orné, parfois recouvert de velours cramoisi, parfois doté d'accoudoirs sculptés aux armes de France, sous lequel se trouve un bassin de faïence. Et là, tandis que le roi de France accomplit ce que chaque être humain accomplit chaque jour, des courtisans triés sur le volet sont présents dans la pièce. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une bizarrerie que personne n'aurait osé corriger. C'est un choix politique, calculé, délibéré. Le droit d'assister à ce moment s'appelle les entrées de la garde-robe, et ce droit est distribué par le roi en personne, avec autant de soin et de stratégie qu'une charge militaire, une pension annuelle ou un gouvernement de province. On peut le recevoir un mardi et le perdre un vendredi. On peut en jouir pendant 10 ans et s'en voir privé, sans explication. Et celui qui le perd sait, tout le monde sait, que quelque chose a changé, que la faveur royale s'est déplacée, que l'édifice de sa position vient de trembler. Le marquis de Dangeau, qui a tenu un journal presque quotidien de la vie à la cour pendant plus de 30 ans, note avec un naturel déconcertant que des audiences politiques importantes se déroulaient pendant que le roi était assis sur sa chaise percée. Des ambassadeurs attendaient ce moment pour présenter leurs lettres de créance. Des ministres profitaient de cette proximité forcée pour glisser une requête, un chiffre, un avertissement. Des princes du sang venaient confirmer leur rang en se tenant debout, les yeux baissés par respect, dans une pièce où flottaient des odeurs que l'on préfère ne pas décrire. Et personne, absolument personne, ne trouvait cela étrange. Le duc du Maine, fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan, était l'un des habitués de ces moments. Pour lui,
Cette proximité avec le corps du roi dans ses fonctions les plus triviales n'avait rien de dégradant. C'était exactement l'inverse. Chaque minute passée dans cette pièce était une preuve vivante de sa légitimité. Lui, le fils né hors mariage, contesté par les princes du sang qui le considéraient comme un bâtard couronné d'honneurs usurpés, lui, il avait accès au corps du roi quand d'autres en étaient exclus. Et dans la logique implacable de Versailles, cela valait plus qu'un titre, plus qu'une armée, plus qu'un traité. Voilà ce que le spectateur d'aujourd'hui doit comprendre avant d'aller plus loin. Ce qui nous paraît humiliant était perçu en ce temps-là comme le plus grand des honneurs. Ce qui nous semble absurde était, dans ce monde-là, parfaitement logique. Et cette inversion totale de nos valeurs modernes n'est pas le signe d'une époque folle, ni d'une noblesse stupide. C'est le signe d'un système de pouvoir, d'une intelligence terrifiante, un système inventé par un seul homme, un homme qui, pour comprendre pourquoi il a construit cette machine, il faut remonter 30 ans en arrière, dans un palais de Paris, au milieu de la nuit, où un enfant de 12 ans tremble dans son lit pendant qu'une foule en colère s'approche de sa porte. Cette nuit-là, le futur roi Soleil a appris une leçon qu'il n'a plus jamais oubliée. Nous sommes le 9 février 1651. Paris est plongé dans le chaos. Depuis 3 ans, une guerre civile déchire la France. On l'appelle la Fronde. D'un côté, la régente Anne d'Autriche et son ministre, le cardinal Mazarin, qui gouvernent au nom d'un roi encore enfant. De l'autre, une coalition explosive de parlementaires rebelles, de princes ambitieux et de foules parisiennes affamées qui réclament du pain, de la justice et la tête de Mazarin. Et au milieu de tout cela, un garçon de 12 ans, Louis. Il dort au Palais Royal, au cœur de Paris. Ou plutôt, il essaie de dormir. Car cette nuit-là, des rumeurs courent dans les rues. Le jeune roi va être enlevé, emmené loin de la capitale par Mazarin. Les Parisiens furieux se rassemblent. Ils marchent vers le palais. Et ils veulent une preuve, une seule, que leur roi est toujours là. Ce qui se passe ensuite, Louis ne l'oubliera jamais. Les émeutiers forcent les portes, ils envahissent les couloirs, ils arrivent jusqu'à la chambre de l'enfant roi. Et là, sans aucune cérémonie, sans aucun respect, ils tirent les rideaux de son lit. Ils le regardent. Ils vérifient qu'il est bien là, comme on vérifierait une marchandise dans une caisse. Louis fait semblant de dormir, les yeux fermés, le souffle régulier, le corps immobile sous les draps. Il joue la comédie de sa vie, à 12 ans, pendant que des inconnus le dévisagent dans l'obscurité de sa propre chambre. Puis ils repartent, satisfaits. Le roi est là. Pour l'instant, cela leur suffit. Mais dans ce lit, les yeux désormais grands ouverts dans le noir, un enfant vient de changer. Quelque chose s'est brisé, et quelque chose d'autre, de plus froid, de plus dur, de plus implacable, vient de naître. Des années plus tard, devenu le monarque le plus puissant d'Europe, Louis XIV dictera ses mémoires pour l'éducation de son fils, le grand dauphin, et dans ces pages, rédigées avec une maîtrise glaciale, il reviendra sur cette période avec des mots qui ne laissent aucun doute. Il parle de la nécessité de tenir la noblesse en bride, de ne jamais permettre aux grands du royaume de se constituer en pouvoir autonome, de les surveiller, de les occuper, de les rendre dépendants. Ce ne sont pas les réflexions d'un tyran capricieux, ce sont les conclusions d'un survivant. Car voilà ce que la Fronde a enseigné au jeune Louis. Les nobles sont dangereux, pas parce qu'ils sont méchants,
mais parce qu'ils sont libres, libres de lever des armées sur leur terre, libres de nouer des alliances avec des puissances étrangères, libres de comploter dans leur château, loin du regard de la couronne. Le grand Condé, l'un des plus brillants généraux de son temps, prince du sang, héros de la bataille de Rocroi, a retourné ses armes contre la monarchie pendant la Fronde. Il a combattu aux côtés des Espagnols, les ennemis jurés de la France, simplement parce qu'il estimait que son rang lui donnait le droit de défier le roi. Si un prince du sang peut faire cela, alors personne n'est fiable. Personne. Et c'est de cette conviction, forgée dans la terreur d'une nuit d'enfance et confirmée par des années de guerre civile, qu'est née l'idée la plus audacieuse de l'histoire politique française. Louis XIV ne va pas emprisonner la noblesse, il ne va pas l'exécuter, il ne va pas la dépouiller de ses titres, il va faire quelque chose de bien plus redoutable, il va la séduire, il va construire un lieu si magnifique, si fascinant, si éblouissant, que les nobles y viendront d'eux-mêmes, et une fois qu'ils seront à l'intérieur, il va les enfermer, non pas derrière des barreaux, mais derrière des miroirs. Ce lieu, c'est Versailles, un ancien pavillon de chasse que son père utilisait pour s'éloigner de Paris. Un endroit modeste, entouré de marécages, que personne ne regardait avec envie. Et c'est précisément là que Louis XIV décide d'installer le centre du monde. Le choix n'a rien d'un hasard. En éloignant la cour de Paris, le roi coupe la noblesse de ses réseaux urbains, de ses alliés parlementaires, de ses bases de pouvoir. Un duc à Paris est un homme dangereux. Il a des contacts, des clients, des espions, des portes dérobées vers le Parlement et vers la rue. Ce même duc à Versailles n'est plus qu'un courtisan parmi d'autres, dépendant de la faveur royale pour sa pension, pour son logement, pour son rang, et même pour le pain qu'il mange le matin. Versailles n'est pas un palais, c'est un piège, le plus beau piège jamais construit, un piège en marbre, en or et en miroir, où chaque galerie est un couloir de surveillance, où chaque salon est un terrain de compétition, et où la seule monnaie qui vaut quelque chose, la seule, c'est le regard du roi. Et ce regard, Louis XIV va apprendre à le distribuer avec la précision d'un orfèvre, un mot par-ci, un silence par-là, un sourire à celui-ci, un dos tourné à celui-là. Chaque geste est pesé, chaque attention est calculée, rien n'est laissé au hasard. Mais pour que cette machine fonctionne, il lui manque encore un rouage essentiel, le plus surprenant de tous, le plus intime de tous, son propre corps. Pour comprendre Versailles, il faut oublier tout ce que l'on croit savoir sur les palais. Versailles n'est pas une résidence, ce n'est pas un lieu de repos, de plaisir ou de retraite. C'est une machine politique d'une précision horlogère, conçue pour un seul objectif, transformer les hommes les plus puissants de France en spectateurs obéissants de la vie d'un seul homme. Et le carburant de cette machine, c'est l'étiquette. L'étiquette de Versailles n'a rien à voir avec la politesse ou les bonnes manières. C'est un code, un système de règles si détaillé, si rigide, si omniprésent, qu'il gouverne chaque instant de la journée, chaque geste, chaque déplacement. Qui a le droit de s'asseoir en présence du roi et sur quel type de siège? Qui peut franchir telle porte plutôt que telle autre? Qui marche devant qui dans un couloir? Qui se découvre la tête et à quel moment précis? Qui a le droit de frapper à la porte de la chambre royale et avec quelle partie de la main? Ces règles nous paraissent absurdes. Pour les courtisans de Versailles,
Elles étaient une question de vie ou de mort sociale. Prenons un exemple, le droit de s'asseoir devant le roi sur un tabouret, ce que l'on appelle le droit de tabouret, était l'un des privilèges les plus férocement disputés de toute la cour. Seules les duchesses en bénéficiaient. Les autres femmes, quel que soit leur rang ou leur fortune, devaient rester debout. Des familles entières ont dépensé des sommes colossales, ont noué des alliances matrimoniales calculées sur des générations, ont supplié, menacé et intrigué pour un tabouret. Pas pour un trône, pour un tabouret. Et c'est exactement ce que Louis XIV voulait. Car tant que la noblesse se bat pour des tabourets, des bougeoirs et des entrées de garde-robe, elle ne se bat pas contre le roi. Tant qu'elle dépense son énergie à surveiller qui a obtenu le droit de tenir la chemise royale au lever, elle ne dépense pas cette énergie à lever des armées ou à comploter avec l'Espagne. Le système de l'étiquette est un chef-d'œuvre de diversion politique. Il remplace la guerre par la compétition sociale. Il remplace la rébellion par la jalousie. Et il transforme des guerriers en courtisans. La princesse palatine, Élisabeth Charlotte de Bavière, belle-sœur du roi, a laissé des lettres d'une franchise brutale sur ce système. Allemande d'origine, débarquée à Versailles sans illusion romantique, elle observe et elle écrit. Elle décrit des scènes où des ducs, des hommes qui portaient l'épée et commandaient des régiments, se disputent pour le privilège de porter le bougeoir du roi lors du coucher. Un bougeoir, un simple chandelier que l'on tend au monarque quand il se retire pour la nuit. Et pourtant, celui qui le porte ce soir-là sait que toute la cour l'a vu, que le roi l'a choisi, lui, parmi tous les autres, et que demain matin, cette information circulera dans chaque salon, chaque antichambre, chaque recoin du château. Mais le piège ne se referme pas seulement par la vanité, il se referme par l'argent. Depuis des décennies, la noblesse française vit au-dessus de ses moyens. Les guerres de religion du siècle précédent ont ruiné des familles entières. La Fronde a achevé les autres. Les revenus des terres diminuent, tandis que le coût de la vie aristocratique, les vêtements, les chevaux, les domestiques, les réceptions, ne cesse d'augmenter. La plupart des grands nobles de France sont endettés jusqu'au cou, et la seule source de revenus qui peut les sauver, ce sont les pensions royales. Ces pensions, des sommes versées directement par le trésor, ne se distribuent qu'à Versailles, qu'en présence du roi, qu'à ceux qui participent au jeu. Un noble qui quitte la cour pour se retirer sur ses terres prend un risque immense, car Louis XIV a une phrase, une seule, qui suffit à détruire un homme. Quand on lui parle d'un courtisan absent, il répond parfois « c'est un homme que je ne vois jamais ». Saint-Simon rapporte que cette simple remarque, prononcée avec une indifférence parfaitement calculée, équivalait à une condamnation sans appel. Plus de pension, plus d'invitation, plus d'existence. Alors, les nobles restent. Ils s'entassent dans des appartements exigus. Même les princes du sang disposent de l'un de logements ridiculement petits par rapport à leurs châteaux provinciaux. Ils supportent le froid, la promiscuité, les couloirs bondés où l'on croise le même rival 20 fois par jour. Ils supportent l'ennui des cérémonies interminables et l'humiliation des attentes sans fin dans des antichambres où tout le monde vous observe et vous juge. Et ils supportent, surtout, la présence permanente du regard des autres. Car l'architecture même de Versailles est conçue pour cela. Les appartements donnent sur des couloirs publics. Les portes ne ferment pas toujours à clé.
Les escaliers sont des lieux de passage commun où un prince croise un valet, où un ambassadeur croise une maîtresse royale. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde surveille tout le monde. Non pas parce que le roi a installé des espions, même s'il en a, mais parce que le système lui-même transforme chaque courtisan en espion de tous les autres. Et au centre de cette toile, immobile, souverain, impénétrable, le corps du roi. C'est pour cela que le rituel de la chaise percée prend tout son sens. Ce n'est ni un caprice, ni une perversion. C'est l'aboutissement logique d'un système où la proximité physique avec le monarque est la seule mesure du pouvoir. En transformant ses fonctions les plus intimes en événements politiques, Louis XIV accomplit quelque chose d'extraordinaire. Il fait de son propre corps le centre gravitationnel de toute la noblesse française. Mais il y a un prix à payer pour cette soumission, et ceux qui le paient le savent parfaitement. Il serait facile de se moquer, de regarder ces ducs et ces princes alignés dans un couloir glacé, attendant le privilège de voir leur roi sur sa chaise percée, et de les trouver ridicules, pathétiques même. Mais ce serait une erreur, car les courtisans de Versailles n'étaient pas des imbéciles. Beaucoup d'entre eux percevaient parfaitement le piège dans lequel ils se trouvaient. Ils le voyaient, ils le comprenaient, et ils ne pouvaient pas en sortir. Prenons le cas du Grand Condé. Louis de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang, l'un des plus grands génies militaires de son siècle. À 22 ans, il avait écrasé les redoutables tercios espagnols à Rocroi, une victoire si totale, si éclatante, qu'elle avait fait trembler toute l'Europe. Cet homme-là n'avait peur de rien. Il avait défié la monarchie les armes à la main, pendant la Fronde. Il avait combattu aux côtés des Espagnols contre sa propre patrie. Il avait vécu en exil, en rebelle, en prince libre. Et pourtant, quand la paix est revenue, quand Louis XIV a affermi son pouvoir, le Grand Condé est revenu à la cour. Il s'est soumis, il a plié le genou. Et cet homme qui avait fait reculer des armées entières s'est retrouvé à attendre dans une antichambre le privilège de tendre la chemise au roi lors du lever. Ceux qui l'avaient connu sur les champs de bataille n'en revenaient pas. Mais Condé, lui, avait compris quelque chose que les autres n'avaient pas encore saisi. Le monde avait changé. Le temps des princes guerriers était terminé. Le temps des courtisans avait commencé. Et dans ce nouveau monde, la bravoure au combat valait moins qu'un sourire du roi. Condé a fait son choix. Il a survécu, mais à quel prix? Ce dilemme, se soumettre ou disparaître, était le quotidien de chaque noble à Versailles. Et le plus cruel, c'est que le système ne laissait aucune troisième voie. On ne pouvait pas simplement se retirer avec dignité. On ne pouvait pas dire « Je refuse de jouer, mais je garde mon rang et ma fortune ». Non, à Versailles, celui qui ne joue pas perd tout, ses pensions, ses charges, ses alliances. Et avec le temps, même son nom s'efface des conversations. On ne parle plus de lui. Il devient un fantôme dans son propre château de province, pendant que d'autres, moins fiers mais plus habiles, prennent sa place dans le couloir du roi. C'est cette mécanique qui explique des scènes que l'on peine à croire aujourd'hui. En 1686, Louis XIV souffre d'une fistule anale, une pathologie douloureuse, invalidante, qui nécessite une opération chirurgicale. À cette époque, la chirurgie est une affaire brutale. Pas d'anesthésie, pas d'antiseptique, rien qu'un bistouri et le courage du patient. Le chirurgien Charles-François Félix prépare l'intervention pendant des mois.
Il s'entraîne sur des patients ordinaires dans les hôpitaux de Paris. Il conçoit un instrument spécial que l'on appellera le bistouri à la royale. Et le 18 novembre, il opère le roi. Louis XIV supporte l'intervention sans un cri. Tout au plus, un murmure, selon les témoins. Le lendemain, il tient conseil comme si de rien n'était. Le surlendemain, il reçoit des ambassadeurs. Son corps souffre, mais le spectacle du pouvoir ne s'arrête jamais. Et c'est là que l'histoire bascule dans quelque chose d'extraordinaire. Dans les semaines qui suivent l'opération royale, des dizaines de courtisans se présentent chez les chirurgiens de la cour en affirmant souffrir, eux aussi, d'une fistule anale. Ils réclament la même opération, le même traitement, la même souffrance que leur roi. Certains d'entre eux n'ont aucune fistule. Leurs chirurgiens le leur disent. Et ils insistent quand même. Ils veulent être opérés. Ils veulent porter la même cicatrice que Louis XIV. On pourrait y voir de la folie, mais c'est autre chose. C'est la logique ultime du système versaillais, poussée jusqu'à l'absurde. Si le corps du roi est le centre du monde, alors souffrir comme le roi, c'est se rapprocher de ce centre. Porter la même blessure, c'est partager quelque chose d'intime avec le monarque. C'est prouver, dans sa propre chair, que l'on appartient au cercle le plus étroit du pouvoir. La princesse palatine, toujours aussi lucide, a commenté ces scènes dans ses lettres avec un mélange de stupéfaction et de dégoût. Elle qui venait d'Allemagne, elle qui n'avait pas grandi dans ce système, elle voyait ce que les autres ne voyaient plus, que la cour de Versailles avait transformé des hommes libres en prisonniers volontaires, que le système les avait convaincus que leur soumission était un honneur, et que le plus terrifiant n'était pas la cage, c'était le fait que les oiseaux refusaient d'en sortir, même quand la porte était ouverte. Car c'est bien là le génie sombre de Louis XIV. Il n'a pas enchaîné la noblesse. Il a fait bien pire. Il l'a rendue dépendante. Il l'a rendue accro à un jeu dont lui seul fixait les règles, distribuait les récompenses et décidait des éliminations. Et les joueurs, même ceux qui comprenaient la mécanique, ne pouvaient pas s'arrêter. Parce que s'arrêter, c'était tout perdre. Et que dans le monde de Versailles, perdre la faveur du roi, c'était perdre la seule chose qui donnait un sens à leur existence. Le philosophe Étienne de la Boétie avait un mot pour cela. Un siècle avant Versailles, dans son discours de la servitude volontaire, il avait posé une question qui résonne encore aujourd'hui. Pourquoi les hommes obéissent-ils à un tyran alors qu'ils sont plus nombreux que lui? Sa réponse est vertigineuse. Parce que le tyran distribue des privilèges, et que chaque privilégié devient à son tour le gardien du système qui l'opprime. Louis XIV n'a peut-être jamais lu La Boétie, mais il a appliqué sa théorie avec une perfection que le philosophe lui-même n'aurait pas imaginée. Le temps passe, même pour les rois. Dans les dernières années de son règne, Louis XIV n'est plus le monarque flamboyant qui dansait dans les ballets de sa jeunesse. Son corps, ce corps qui a été le centre du monde pendant un demi-siècle, se délite. La goutte le torture. Le diabète l'épuise. Ses dents, arrachées par des chirurgiens maladroits des années plus tôt, lui interdisent de manger normalement. Sa mâchoire, fracturée lors d'une extraction ratée, ne s'est jamais remise. La nourriture passe parfois par son nez quand il essaie d'avaler. Et pourtant, chaque matin, le lever a lieu. Chaque jour, les courtisans attendent dans le couloir. Chaque soir,
Le coucher se déroule selon le même rituel immuable. Le corps souffre, mais la mécanique ne s'arrête jamais, parce qu'elle ne peut pas s'arrêter. Parce que si le cérémonial s'interrompt, c'est tout le système qui vacille. À la fin de l'été 1715, la gangrène s'installe dans la jambe gauche du roi. Les médecins le savent, Louis XIV le sait aussi, mais il continue. Le 24 août, il préside encore le conseil. Le 25, il dîne en public pour la dernière fois. Un spectacle qui, comme tout le reste à Versailles, est une cérémonie codifiée où des dizaines de personnes regardent le roi manger. Ce soir-là, il mange peu. Ceux qui l'observent remarquent que ses mains tremblent, que son visage est gris, mais personne ne dit rien. À Versailles, on ne commente pas la faiblesse du roi. On fait semblant de ne pas la voir. Les jours suivants, Louis XIV s'affaiblit rapidement. La gangrène remonte. La fièvre s'installe. Les médecins, impuissants, tentent des remèdes qui relèvent davantage de la superstition que de la science. On lui donne du lait d'ânesse. On lui applique des cataplasmes. Un charlatan se présente avec un élixir miracle. Le roi, à bout de force, accepte de le boire. L'élixir ne fait rien, si ce n'est prolonger l'agonie de quelques heures. Mais même dans ces derniers moments, le spectacle continue. Louis XIV reçoit les courtisans sur son lit de mort. Il leur parle avec un calme qui stupéfie ceux qui l'entourent. Il dit adieu à ses proches, un par un, avec des mots que Saint-Simon a rapportés dans ses mémoires, avec une émotion contenue qui, sous sa plume acérée, ressemble presque à du respect. Au petit dauphin, son arrière-petit-fils, de 5 ans, qui deviendra Louis XV, il dit ces mots : « Mon enfant, vous allez être un grand roi. N'imitez pas mon goût pour les bâtiments ni pour la guerre. Tâchez de soulager vos peuples, ce que je suis assez malheureux pour n'avoir pu faire. » Et puis il prononce cette phrase, la plus célèbre peut-être de toute sa vie. « J'ai trop aimé la guerre. » Le 1er septembre 1715, à 8h15 du matin, Louis XIV meurt. Il avait 76 ans. Il avait régné 72 ans. Le plus long règne de l'histoire de France. Le plus long règne de l'histoire de l'Europe. Et au moment où son dernier souffle quitte son corps, quelque chose d'étrange se produit. Les courtisans qui se pressaient autour de sa chambre depuis des jours se dispersent. En quelques heures, les couloirs de Versailles se vident. Ceux qui, la veille encore, auraient tué pour un regard du roi, se tournent déjà vers le nouveau pouvoir, la Régence, le duc d'Orléans, Paris qui redevient le centre du monde. Le corps du roi n'est plus le centre de rien. Ce n'est plus qu'un corps. Et Versailles, sans lui, n'est plus qu'un palais trop grand, trop froid et soudain terriblement silencieux. C'est peut-être le moment le plus révélateur de toute cette histoire. Non pas la vie de Louis XIV, mais sa mort. Non pas la grandeur du système, mais la vitesse à laquelle il s'est évaporé. En une matinée, un demi-siècle de cérémonial a volé en éclats. Les courtisans qui s'étaient fait opérer d'une fistule imaginaire par solidarité avec leur roi n'ont pas versé une larme de plus que les autres. Le grand Condé était mort depuis longtemps. La princesse palatine, elle, a simplement noté dans une lettre que la cour avait changé de maître et que le jeu recommençait avec d'autres règles et d'autres joueurs. Alors, pourquoi les nobles se battaient-ils pour regarder Louis XIV déféquer ? Pas par amour, pas par folie, pas par servilité naturelle. Ils se battaient parce qu'un homme, un seul,
avait compris le secret le plus ancien et le plus redoutable du pouvoir, un secret que les siècles n'ont pas effacé et que chaque époque redécouvre à sa manière. Le pouvoir ne réside pas dans la force, ni dans la richesse, ni même dans les lois. Le pouvoir réside dans l'attention, celui qui décide ce que les autres regardent, ce qu'ils désirent, ce qu'ils espèrent, celui-là règne véritablement. Louis XIV n'a pas demandé à la noblesse de se battre pour lui. Il lui a demandé quelque chose de bien plus redoutable. Il lui a demandé de le regarder vivre. Et en acceptant, elle lui a tout cédé. Dans cette chambre de Versailles, entre le velours et la chair, entre la poudre et le bassin, se jouait le secret le plus vieux du monde. On ne soumet pas les hommes par la force, on les soumet par le privilège. Et le privilège le plus puissant n'est jamais celui qu'on reçoit, c'est celui qu'on espère,